Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette huitième émission Justice citoyenne, regard croisé avec David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Donc comme vous le voyez, bonsoir David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, on a le plaisir ce soir d'être en direct en présentiel ici au cabinet de David Guyon à Montpellier pour justement cette huitième émission Justice citoyenne. Donc on vous rappelle les petits prélude habituel, on diffuse sur un ensemble de canaux, notamment les 2 pages Facebook du collectif Libertad et également David Guyon, avocat, les chaînes YouTube du collectif et la chaîne YouTube David Guyon, ainsi que sur des réseaux Twitter. On vous rappelle également que les commentaires que vous allez pouvoir poster en direct arrivent. Nous, on voit uniquement les commentaires des 2 pages Facebook et des 2 chaînes YouTube. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous voulez interagir avec nous, on les voit donc en direct sur la plateforme de streaming. Donc, rendez-vous sur notamment les pages Facebook ou les chaînes YouTube que l'on vient de vous indiquer. Et donc, ce soir, on va aborder un sujet totalement d'actualité. Comme vous avez vu, notamment, peut-il y avoir un retour du masque ? Donc, David, je t'en prie. Merci Pierrick, très bien, c'était effectivement bien de le rappeler. Pensez à vous abonner, pensez à commenter, on voit vos questions, on essaie d'y répondre. À la fin de l'émission, on essaie de répondre aux questions et aux interrogations de chacun, parce que lorsqu'on parle du rétablissement du port du masque, on pense à plusieurs choses. On pense forcément au port du masque en intérieur et en extérieur, mais également au port du masque pour les enfants. Ça fera l'objet d'un point de développement, puisque, comme d'habitude, chacune de ces émissions est assortie d'un petit article juridique que je diffuse par la suite sur mon site internet et qui vous permet de retrouver l'ensemble de l'argumentaire juridique qu'on a exposé ensemble. Ça vous donne un petit peu d'arguments pour pouvoir les opposer, bien entendu, à l'administration et à toutes les autorités qui pourraient être amenées à vous imposer un certain nombre de restrictions. Alors, ces petits prolégomènes étant rappelés, je commence toujours par une petite citation. « L'enfer est pavé de bonnes intentions », disait donc saint Bernard de Clairvaux, XIIe siècle, c'est pas tout récent. Et encore une fois, je l'expliquais tout à l'heure, effectivement à Pierrick, la question du port du masque, à la base, est une question intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle part d'une bonne intention. L'intention est de protéger la population contre un virus qui était alors inconnu et qui causait de nombreux morts à l'époque. Quoi qu'il en soit, donc, on n'est pas pour ou contre le port du masque. Ce serait aussi stupide que la question de savoir pour ou contre la ceinture de sécurité. La question est toujours la même. Lorsqu'on prend une mesure dans le sens donc, de la protection de la santé publique, est-ce que cette mesure peut être autoritaire, absolue et générale ? Bien entendu, non, c'est toujours une question de juste proportionnalité, à savoir quel type de masque, quand porter ce masque et pour quelles raisons on porte ce masque. Et effectivement, lorsqu'on a répondu à toutes ces questions, alors dans ce cas-là, on peut faire un choix qui est proportionné, juste et nécessaire. Donc, quoi qu'il en soit, la question du port du masque, historiquement, en tout cas, si on reprend un petit peu la question de la Covid-19, on sait qu'initialement, l'État n'avait pas de masque, tout d'abord. Ensuite, qu'il a indiqué que ça ne servait à rien, voire même qu'il était trop compliqué et trop difficile de porter le masque. Quand même, rappelons-le, parce que c'est important, ça permet de mettre le contexte. Et puis finalement, lorsque, à partir de juillet, on a commencé à avoir suffisamment de masques, eh bien, ce masque a été imposé d'abord en intérieur par le décret du 17 juillet 2020, puis en extérieur dans certains centres-villes des plus grandes villes, jusqu'à être généralisé quasiment à l'intégralité d'un département, avec des préfets qui prenaient des décisions toutes les 3 semaines, c'est-à-dire qu'on renouvelait les décisions toutes les 3 semaines, et qui avaient vocation à imposer le port du masque dans tout le département. Donc, ce qui veut dire que quasiment dans la réalité, on a eu un port du masque qui a été imposé sur l'intégralité du territoire français pendant plusieurs mois, et ce, jusqu'au mois de février 2022, date assez qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'en réalité, on s'approchait des échéances électorales. Donc, on voit bien aujourd'hui que la question du port du masque, elle crispe, elle interroge, et surtout, elle est un signe annonciateur de mesures plus restrictives de liberté en matière de santé publique. Alors, également, on va commencer là-dessus, je vous l'ai dit, à la base, l'État, lorsqu'il prend une telle décision d'imposer le port du masque, le fait dans un but qui est légitime, qui est celle de la protection de la santé publique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le rappeler, la question n'est pas pour ou contre le masque, la question est toujours de savoir si le masque est utile, nécessaire et proportionné. Si demain du gaz moutarde nous était bombardé sur nous, bien entendu, nous serions contents d'avoir un masque qui nous protège. Le débat n'est donc pas là-dessus, le débat est de savoir si le port du masque est une mesure qui est scientifique ou une mesure qui est politique. Si elle est politique, elle répond à un dogme, mais dans ce cas-là, il n'est plus nécessaire de réfléchir, et c'est là
où ça devient problématique. Vous n'êtes plus citoyen, c'est-à-dire que vous n'êtes plus libre de penser, mais vous êtes des sujets effectivement de l'État, c'est-à-dire que vous devez obéir aux injonctions sans avoir besoin de les discuter et de les comprendre. Ça, bien entendu, ça nous rappelle un autre régime qui n'est pas celui de la démocratie. Alors, il y a deux obligations qui imposent à l'État de prendre de telles mesures. La première obligation, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, protège la santé publique, le droit à la vie. Et donc, lorsqu'on protège le droit à la vie, on protège également tout ce qui peut y mettre fin prématurément. Et à ce titre-là, effectivement, l'État a une obligation, il doit prendre toutes les mesures en vue de préserver le droit à la vie. Parce que lorsque vous préservez la vie, eh bien, vous préservez aussi l'effectivité de toutes les autres libertés. Il faut être vivant pour pouvoir effectivement acquérir droit de propriété, il faut être vivant pour pouvoir circuler, liberté de circulation, etc., etc. Donc si vous n'êtes plus vivant, eh bien, toutes ces libertés deviennent totalement illusoires. Donc l'État doit prendre des mesures. Donc là-dessus, effectivement, il y a un objectif de santé publique qui est invoqué et c'est même une obligation. L'État doit faire quelque chose. Également, on a cet objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique. Alors, c'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est pas non plus une liberté à proprement parler. Ça veut dire quoi? C'est un objectif, c'est-à-dire que le législateur doit tendre à pouvoir préserver la santé publique et comme c'est un objectif, il doit être concilié également avec d'autres libertés. Cela signifie qu'il n'y a pas un droit absolu à la protection à la santé publique. Nécessairement, nous ne sommes pas dans une société hygiéniste dans laquelle la préservation de la vie biologique doit prévaloir sur toutes les autres libertés. Au contraire, c'est un objectif à valeur constitutionnelle, ça veut dire qu'il faut le concilier avec d'autres droits et libertés, ces libertés qui sont, on le verra tout à l'heure, le droit à la vie privée et familiale, la liberté de circulation, la liberté au sens propre, l'égalité devant la loi, etc., etc. Alors, donc, si nous ne sommes pas dans une conception hygiéniste, cela signifie que la protection de la santé publique doit donc être conciliée et ne peut pas être absolutiste. Or, depuis le mois de mars 2020, on constate une chose, la protection de la santé publique prévaut sur l'ensemble des autres libertés. C'est même simple, on s'en rappelle, nous avons eu notamment la question du confinement, la possibilité de se déplacer est devenue une interdiction, et au contraire, le justificatif est devenu la norme. Il a fallu effectivement justifier d'un potentiel déplacement. Donc ça, c'est effectivement dérogatoire. C'est pas comme ça que ça doit se passer dans une démocratie, dans laquelle la démocratie, la liberté est la règle, la restriction est l'exception. Donc ici, on a une application qui est absolutiste et qui a conduit, au nom de la santé publique, à faire que nos libertés fondamentales, rappelons-le, on insiste sur fondamentales, c'est-à-dire qu'elles sont le fondement, le socle de notre société, sont devenues des libertés facultatives, des variables d'ajustement. On les a finalement réduites au gré des nécessités d'un problème structurel, puisque on le voit ici, finalement, c'est tous les hivers qu'on a un problème avec l'hôpital public, et c'est pas prêt de s'arranger avec tous les soignants suspendus, notamment, c'est pas la seule problématique, mais c'est notamment une des mesures dont on voit qu'elle est totalement à contresens de la nécessité qui est la nôtre aujourd'hui d'avoir des services publics hospitaliers renforcés. Eh bien, on voit aujourd'hui que cette protection de la santé publique est une protection hygiéniste qui est absolutiste et qui revient à réprimer, annihiler toutes les autres libertés. Ça, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a des questions à ce stade, Pierre? Alors, pas spécialement, on a surtout des remarques, mais surtout, alors, bon, il est évoqué potentiellement le droit à la vie et surtout l'intérêt du masque est-il prouvé? Ça tombe bien, c'est le point que je voulais aborder. Oui. Donc, ce soir également, ce qu'on va vous préciser, on ne va pas spécialement aller sur l'aspect scientifique. De toute manière, il y a un ensemble d'éléments qui ont déjà été apportés depuis déjà quelques temps, notamment si vous allez sur les vidéos, notamment du Conseil scientifique indépendant et même le collectif Libertad, il y a plusieurs mois de cela, on avait fait venir justement des médecins, des professionnels, où il y avait eu vraiment une analyse scientifique du port, notamment du masque, et qu'est-ce que l'on avait en valeur scientifique. L'objectif, donc, ce soir, c'est pas d'aller sur cet aspect scientifique, il y a suffisamment déjà d'éléments sourcés, comme je vous l'ai indiqué, notamment via le Conseil scientifique indépendant, qui a déjà fait pas mal de sujets là-dessus, sur le port du masque, sur l'aspect justement médical. L'idée, c'est vraiment qu'on aille sur cet aspect également d'un point de vue juridique. Et surtout, on entend parler, vous l'avez compris, du retour potentiel du port du masque. Le ministre de la Santé a saisi le COVARS, donc le nouveau comité, pour prendre potentiellement s'appuyer sur des décisions pour éventuellement envisager un retour du masque. Donc c'est vraiment sur l'aspect juridique qui vient compléter donc justement les éléments qui ont déjà été élaborés scientifiquement par
par d'autres personnes, comme il a déjà été évoqué, sur lesquelles on va s'attarder ce soir. Bien sûr. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de se prononcer sur les nécessités scientifiques du port du masque. Ça ne nous appartient pas et il y a des vidéos qui sont très bien faites sur le sujet. Donc, c'est pas l'intérêt de redire en moins bien ce qui a déjà été dit. Non, l'idée ici, c'est d'apporter des éléments de réflexion, notamment juridiques, sur l'obligation du port du masque, parce que lorsqu'on parle d'un rétablissement de l'obligation du port du masque, on pense à un rétablissement pour, effectivement, les lieux clos, mais également pour les lieux ouverts et nécessairement, comme on le verra, le protocole sanitaire applicable aux établissements scolaires se calque sur les mesures sanitaires générales en population générale, ça veut dire rétablissement du port du masque pour les enfants. Donc, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus afin de vous donner des éléments de réflexion et de finir par convaincre ceux qui étaient encore dubitatifs de la nécessité de contester ces mesures et de ne jamais rien laisser passer. Parce que pourquoi en 2022 on se retrouve encore avec cette question d'obligation du port du masque? Eh bien parce que lorsque j'ai été un des premiers avocats à avoir contesté cette mesure du port du masque en extérieur, on m'avait dit « oui mais bon, ce n'est que 2 semaines ». Oui, mais bon, ce n'est que le centre-ville de Montpellier, ce n'est que les grandes agglomérations. Oui, mais bon, c'est temporaire, il y a bien une urgence, etc., etc. Et en fait, de l'urgence est devenue finalement une situation normale. On le répète, on l'a déjà dit, mais si vous acceptez des restrictions de liberté en situation de crise, ils créeront des situations de crise pour restreindre vos libertés. C'est exactement ce qui se passe. On va de crise en crise et il n'y a aucun retour à la normale qui est prévu dans les prochaines années. Donc, il faut le comprendre, la crise est devenue la norme. Donc, revenons un petit peu sur cette question du port du masque. On le répète encore une fois, mais la question du port du masque, c'est pas pour ou contre, c'est un débat qui est beaucoup trop restrictif. La question, c'est toujours quel masque, quand et pourquoi. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir une réflexion. Le bon masque au bon endroit, dans le bon contexte. C'est ça le plus important. Donc là, ici, le port du masque, on va revenir sur la question du port du masque, notamment du masque en population générale. Donc le masque standard que l'on connaît, vous savez, le masque grand public, qui effectivement est source d'un très grand nombre de critiques. Alors ces critiques, elles sont les suivantes. Tout d'abord, c'est un masque qui est assez rudimentaire. On le voit, c'est finalement 3 feuilles de papier les unes sur les autres. Et à partir de ce moment-là, forcément, on se pose la question de savoir si un virus, pour l'instant, à l'époque pour lequel on ne connaissait rien, était de nature à être impacté de manière significative par ce type de masque. Et en fait, en réalité, la réponse est non. C'est le gouvernement lui-même qui l'affirmait, puisque sur son site officiel, vous pouviez retrouver un certain nombre d'icônes indiquant que si vous étiez malade, le port du masque n'était pas adapté. Donc ça veut dire que si vous êtes malade, il ne faut pas mettre ce masque-là. C'est un autre masque qu'il faut mettre, et pas celui-ci. Donc le masque grand public, à partir du moment où on vous explique que même en étant malade, ça n'empêche pas la transmission, on se pose également la même question, à savoir si en étant sain, vous êtes capable de ne pas être contaminé par une personne qui a le masque. Alors là, encore une fois, on va venir à une deuxième question. Admettons que le port du masque soit effectivement adapté, proportionné, et qu'il permette véritablement de lutter contre la crise sanitaire, va se poser la question de savoir dans quelle proportion. Et si on pose la question dans quelle proportion ça permet d'impacter significativement l'évolution ou la dévolution de la crise sanitaire, dans ce cas-là, on est en droit de se demander s'il y a eu une étude d'impact sur le sujet. Est-ce qu'on a pu mesurer effectivement si le port du masque avait eu un impact sur la crise sanitaire? Aujourd'hui, je vous le donne en mille, il n'y a pas d'étude d'impact. Il n'y a pas d'étude d'impact, donc on ne sait pas si l'imposition du port du masque a pu avoir un effet positif ou négatif sur l'évolution de l'épidémie. C'est quand même un problème parce qu'au bout de 2 ans et demi de port du masque, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir ces informations. Voilà, il n'y en a pas. Deuxième chose, s'il n'y en a pas, on n'a qu'à le demander. C'est assez bête finalement, pourquoi pas. Et en fait, non, le gouvernement le refuse, on va même aller plus loin. Donc nous, aujourd'hui, tous les tribunaux administratifs qui ont jugé la question du port du masque ont contesté cet argumentaire qui était, je sollicite une étude d'impact. Je demande à ce que, effectivement, le juge enjoigne au gouvernement de faire une étude d'impact. Alors, le juge va rejeter toutes les demandes d'études d'impact et il va également indiquer que la mesure qui vise à imposer le port du masque n'est pas illégale parce qu'il n'y a pas d'étude d'impact. C'est quand même embêtant parce que depuis, effectivement, plus de 150 ans, on est dans un régime libéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté est la règle, la restriction est l'exception. Mais par conséquent, si on veut restreindre une liberté, il faut que le pouvoir exécutif, le gouvernement ou le préfet, démontre préalablement que la restriction qu'il va apporter un avantage qui est au moins équivalent au niveau de la restriction.
Ça va même plus loin. S'il est capable de prendre une mesure qui est moins restrictive pour avoir le même résultat, c'est cette mesure qu'il doit prendre. Et s'il prend une mesure plus restrictive, alors qu'il pouvait faire moins, eh bien, cette mesure est illégale. Donc, ça va quand même très, très loin. Et ça, bien entendu, se fait toujours sous le contrôle du juge administratif. Donc, ici, il n'y a pas d'étude d'impact. Et pire encore, lorsqu'on sollicite un référé expertise devant le juge administratif, celui-ci refuse que l'on puisse solliciter une quelconque mesure. Or, je te l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, si on se cantonne à des études scientifiques qui n'ont pas été discutées de manière indépendante, préalable et contradictoire avec le gouvernement, elles ne sont pas opposables. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les études scientifiques obtiennent souvent des résultats qui sont commandités par ceux qui les ont financés. Et donc, si ça vaut pour le gouvernement et les entreprises pharmaceutiques, bien entendu, ça peut valoir pour d'autres personnes, ou en tout cas, il est légitime de l'opposer, et c'est ce qu'opposera le gouvernement. Il dira, on sait que cette étude a été financée par des personnes qui sont anti-masques, et par conséquent, on sait très bien que le résultat ne pouvait pas être autre chose. Et il est normal, on ne peut pas reprocher à l'État ce qu'il pourrait nous reprocher en contrepartie, c'est logique. Donc il faut qu'on ait un expert qui soit indépendant, impartial, et il faut que les opérations expertales réalisées puissent être discutées contradictoirement. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas d'accord sur ce type de mesure parce qu'elle peut fausser le résultat de temps ou de temps. Et effectivement, il faut qu'on ait un véritable débat. Si on a ce débat, effectivement, devant les juridictions administratives, à ce moment-là, on peut estimer que le résultat de l'expertise sera contradictoire et donc sera opposable à chacune des parties. C'est vers ça qu'on voudrait pouvoir aller. Le problème, c'est que le juge ne l'autorise pas. Il ne l'autorise pas et c'est problématique parce que, encore une fois, on ne sait pas si le port du masque a permis à l'épidémie d'évoluer significativement, positivement ou négativement, ce qui veut dire qu'on a un vrai problème sur la question de la nécessité de cette mesure. Et c'est problématique parce que tout à l'heure, on disait que heureusement qu'il y avait eu le port du masque, et en fait, indiquer que heureusement il y a eu le port du masque, c'est ne pas tenir compte de la réalité, parce que la réalité, c'est qu'avec des mesures restrictives de liberté ou sans mesures restrictives de liberté, ça veut dire après le 15 mars 2022, on s'aperçoit que les vagues se sont succédées. Et concrètement, si on reprend un petit peu les statistiques, on ne voit pas significativement une différence entre quand il y avait des mesures restrictives de liberté et quand il n'y en avait pas. Donc, à partir de ce moment-là, il est nécessaire qu'on puisse mesurer, qu'on puisse quantifier, qu'on puisse avoir en fait une étude d'impact. Cette étude d'impact, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Également, le port du masque est contre-productif parce que notamment le port du masque généralisé en population générale, parce que l'OMS elle-même, en fait, l'indiquait en mai 2020 qu'il y avait des risques d'autocontamination. Je sors mon masque de ma poche, je me mets dessus, je l'enlève, je le remets, bon voilà, risque d'autocontamination. Donc en fait, on a une mesure qui devient davantage politique que scientifique, et c'est pour ça qu'en fait, on a une partie de la population qui, aujourd'hui, n'est plus en mesure d'accepter cette mesure, quand bien même, encore une fois, le bon masque au bon endroit, au bon moment, pourrait parfois être justifié. Hein. C'est ça le problème, c'est que même lorsqu'il pourrait être justifié, en fait, on a créé une telle crispation que le masque devient en réalité un outil politique. Super. Alors, on avait une question, et je reviendrai sur certains aspects, notamment, est-ce que la loi Kouchner ne pourrait pas contrer ? Est-ce que ça parle, cette loi Kouchner ? J'en ai déjà entendu. 4 mars 2002, oui. D'accord. Est-ce que c'est un élément, est-ce que tu as déjà des éléments juridiques qui permettraient potentiellement de répondre à cette question ou c'est hors sujet ? La loi Kouchner, si on la rappelle, c'est le principe donc de consentir librement et préalablement à tout traitement médical. C'est ça le grand principe de la loi Kouchner. Ça existait déjà un petit peu avant, mais on l'a surtout réaffirmé. C'est la loi du 4 mars 2002. C'est de dire que dorénavant, lorsque vous avez effectivement un acte médical qui est réalisé, vous devez préalablement consentir et donc on renforce l'obligation d'information des médecins. On va aussi modifier le régime de responsabilité des médecins parce qu'auparavant, la moindre faute pouvait entraîner des actions en responsabilité. Donc, il a fallu qu'on cantonne cette responsabilité. Donc, c'est ça la loi Kouchner. N'oublions pas ce problème, c'est que qu'est-ce qui est supérieur à une loi si ce n'est effectivement une convention internationale ou un texte constitutionnel ? Une loi, lorsqu'elle rencontre une autre loi, en fait, elle ne va pas s'auto-annihiler. On va en fait faire une conciliation. Soit elles se contredisent et dans ce cas-là, en fait, on va appliquer la loi la plus récente. On va considérer qu'il y a une abrogation implicite, mais encore une fois, il faudra que le juge le constate. Soit on va considérer que les deux s'appliquent et qu'en fait, elles sont conciliables. Et c'est le juge qui va expliquer comment on va pouvoir les concilier. Donc là, aujourd'hui, cette loi Kouchner du 4 mars 2002, elle ne nous est d'aucun secours, parce qu'en réalité, le juge administratif va considérer à chaque fois que ces mesures s'appliquent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des grands principes apportés par la loi du 4 mars 2002 qui ne sont pas contredits frontalement par les différentes mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, et on va essayer d'opérer une juste conciliation.
Donc c'est ça le grand principe, sachant, et ça je l'ai encore rappelé, que le juge administratif, en réalité, aujourd'hui, a le cul entre deux chaises. Je m'explique. Il y a donc des mesures sanitaires qui sont prises par le gouvernement. Le gouvernement procède indirectement de l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Le président de la République a donc une légitimité. Cette légitimité lui donne la possibilité donc de prendre les grandes mesures applicables pour l'État. Donc c'est pour ça que quand on vous dit choisissez bien le président que vous voulez avoir pour les 5 prochaines années, ça veut dire ne votez pas par défaut. Parce que si vous votez par défaut et que vous pensez que vous pourrez faire la loi dans les urnes ou avec l'opposition, c'est que vous n'avez rien compris au régime de la Ve République. Le régime de la Ve République, c'est un régime parlementaire présidentialisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République est l'homme fort de l'État. C'est lui qui va prendre les mesures principales. Et toutes les autres institutions sont à sa disposition pour exécuter sa volonté. Donc, voilà, là, dans 5 ans, faites un autre choix parce que vous avez compris que celui que vous allez mettre au pouvoir, c'est celui qui va vraiment diriger. Il n'y aura pas de « on partage un peu le pouvoir » ou il y a une cohabitation ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est des conneries. Ce n'est pas vrai. Donc, à partir de ce moment-là, si le président de la République estime qu'il y a une loi qui doit s'appliquer, notamment une loi visant à réimposer le port du masque, eh bien, cette loi s'appliquera. D'accord. Merci en tout cas pour ces éléments. On a une remarque, alors je vais même presque te sommer, si pas, de ne pas y répondre tout de suite, parce qu'en fait, finalement, ça va être l'objet. On a eu la remarque, est-ce qu'ils ne peuvent plus l'imposer sans passer par l'Assemblée? Nous ne sommes plus en urgence sanitaire, ça a été rejeté grâce à l'opposition en juillet. Donc je vous mets ce commentaire-là tout de suite, pourquoi? Pour vous montrer, on l'a bien pris en compte, et justement, c'est l'objet également de cette émission ce soir, c'est pour expliquer, juridiquement parlant, comme nous ne sommes plus en état d'urgence sanitaire, c'est quels seront les moyens juridiques qu'ils devront prendre pour pouvoir potentiellement reprendre justement éventuellement des mesures juridiques, législatives, si on peut dire, sur le port du masque. Je redescends un petit peu. Alors, le temps que je regarde, on répondra à certaines autres questions. Une petite enquête parlementaire sur le sujet, en effet, la presse, il y a une enquête parlementaire sur le port du masque ou sur les mesures? Alors, il y a une évaluation parlementaire qui a été faite sur les mesures restrictives de liberté durant la crise sanitaire. Voilà. Ça, il y a une enquête, les ministres ont été interrogés, donc il faudrait trouver le rapport d'enquête. Et quoi qu'il en soit, ça reste une évaluation, une enquête. Faut-il encore que l'opinion publique s'en empare et constate qu'effectivement, il y a eu des dérives, notamment sur les financements, les comptes publics avec le financement effectivement de McKinsey et d'un certain nombre de conseils privés, de sociétés privées. Bruno Le Maire l'a reconnu, ils ont déconné à plein tube et ils ont dilapidé de l'argent public dans des sociétés de conseil. Donc ça, c'est une réalité, et ça, c'est évalué par le Parlement. Mais encore une fois, c'est une évaluation, il n'y a pas de sanction d'ailleurs. En tout cas, voilà, merci. Également, y a-t-il une seule étude qui montre l'efficacité du masque? Alors là, je ne sais pas si on a la réponse, mais alors moi, j'en ai pas trouvé. En fait, on va en parler. En fait, il y a comment dire? Le gouvernement s'applique à chaque fois sur les avis de l'ancien Conseil scientifique, de la Haute Autorité de la Santé publique et des ARS. Donc c'est là-dessus qu'il se base. Lorsque vous lisez une décision qui est rendue par un juge administratif, le juge administratif va faire un raisonnement qui est tautologique. C'est-à-dire que les conséquences vont expliquer les causes. Je m'explique. Lorsque vous avancez et que vous justifiez en disant, voilà, il y a des restrictions de liberté, ces restrictions, elles sont avérées, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a des restrictions de liberté. Or, nous sommes dans un régime libéral, et quand bien même il y a un état d'urgence, le principe reste toujours la liberté. On va restreindre la liberté que dans ce qui est strictement nécessaire. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé à plusieurs reprises. Et donc, nous, ce que nous soulevions à chaque fois dans nos recours, c'est de dire, vous ne rapportez pas la preuve préalablement que les mesures qui sont prises, qui vont restreindre nos libertés, apportent un avantage sur le plan de la santé publique. En d'autres termes, j'estimais que le port du masque n'apportait aucune plus-value sur le plan sanitaire. Voilà, c'était ça mon argument principal. Et je disais, gouvernement, à vous de rapporter la preuve qu'effectivement, la mesure que vous allez prendre va être de nature à pouvoir limiter la propagation contre la Covid-19. Le juge administratif va prendre les chiffres. Il va prendre la gravité de la situation, il va rappeler la propagation du virus, c'est effectivement de la diffusion par aéroportée, et il va rappeler donc tous ces éléments en disant que finalement la mesure elle est proportionnée. Elle est proportionnée parce qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, ça revient à dire tout et son contraire. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la situation est grave que toutes les mesures que vous prenez est de nature à limiter la gravité de cette situation. C'est pas parce que vous balancez de l'huile sur le feu que c'est bien d'avoir balancé de l'huile sur le feu. C'est un peu la même image.
C'est pas parce que vous tapez dans tous les sens que nécessairement il y a quelque chose de positif qui va se dérouler. Et pourtant, pour le juge administratif, la situation est grave, l'État doit prendre des mesures, donc l'État fait bien. Voilà, c'est ça concrètement ce qu'on nous dit. Donc, concrètement, circuler, il n'y a rien à voir. Et la seule manière de savoir si concrètement, aujourd'hui, on pourrait avoir une étude d'impact, c'est-à-dire une étude qui puisse mesurer l'impact positif ou négatif du port du masque, ça serait une étude d'impact. On n'a pas cette étude d'impact. Pire, le juge administratif refuse de nous accorder la possibilité d'avoir une étude d'impact et il n'y a pas d'illégalité si les mesures ne sont pas précédées d'une étude d'impact. Alors là, c'est quand même un problème parce qu'on vous l'a dit, si on veut que le principe reste la liberté, il faut que le gouvernement rapporte la preuve que lorsqu'il prend une restriction de liberté, c'est justifié. C'est-à-dire que ça va apporter un avantage. C'est concrètement, je coupe l'eau à cet endroit-là et normalement, ça devrait cesser de faire inonder la cour. Bon, c'est ça, concrètement. Là, c'est exactement la même chose. J'impose le port du masque, donc concrètement, on va pouvoir mesurer très rapidement et très prochainement un effet direct et corrélatif. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, l'épidémie, elle suit sa propre courbe et que vous preniez des mesures telles que le confinement, telles que le couvre-feu, telles que le port du masque, en fait, on se rend compte que on n'arrive pas à mesurer concrètement un quelconque avantage. Il n'y a aucune certitude que les mesures qui sont prises ont un impact significatif sur l'évolution de l'épidémie. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'elle a un impact significatif sur vos libertés. Ça, c'est certain. Donc là, on continue un petit peu sur la question des libertés. Il y avait encore un débat, on voit souvent à la télé, vous avez des journalistes qui disent « Est-ce que le port du masque est restrictif de liberté ?» Alors là, je pense qu'il faut arrêter de se poser cette question-là. La question n'est pas « Est-ce que c'est restrictif de liberté ?» C'est restrictif de liberté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le législateur doit être sollicité et que des pouvoirs exceptionnels sont donnés au Premier ministre pour qu'il puisse prendre de telles mesures. Et dans les mesures qui sont prises, c'est restreindre les libertés pour pouvoir lutter contre l'épidémie. Donc, il y a des restrictions de liberté. Il faut arrêter de se poser la question. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la proportionnalité de ces restrictions? Parce que si les restrictions sont légères et que derrière vous avez un avantage qui est certain et direct, la question ne se pose pas, c'est évident. Si on vous impose, par exemple, le port du masque, par exemple, le port de la ceinture, lorsque vous roulez en voiture et que ça vous permet de vous sauver la vie, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de débat sur la question. Mais aujourd'hui, effectivement, on a des restrictions de liberté. Elles sont indiscutables et d'ailleurs, le juge lui-même le reconnaît. Il y a des restrictions de liberté. Il le reconnaît et donc se pose la question de quelles sont ces libertés. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement la liberté de circulation. Lorsque vous portez le masque, en fait, vous allez limiter vos interactions. Donc, ça veut dire que si la mesure concrètement est nuisible pour vous, c'est une nuisance perpétuelle, comme moi, par exemple, vous allez cesser d'aller vous rendre dans des magasins. Vous allez cesser de prendre les transports en commun. Vous allez trouver des solutions alternatives. Vous allez limiter chaque fois où vous allez vous retrouver restreint par cette obligation du port du masque. Et ça, c'est logique, c'est normal. Si vous avez la possibilité de vous éviter une gêne qui est courante, vous allez éviter de vous l'infliger. Donc ça vous restreint. Ça vous restreint également dans votre droit à la vie privée familiale et notamment dans lequel on va mettre la possibilité d'avoir des interactions avec les autres. Et là, c'est un argument que j'évoquais dans les requêtes que je soulève au tribunal lorsque je conteste le port du masque en extérieur notamment, c'est la question du principe de fraternité. Alors, vous savez qu'on a une loi du 14 octobre 2010 qui a interdit le port du voile intégral dans l'espace public et cette affaire a été portée jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement, pour justifier cette loi, avait indiqué que, au nom du principe de fraternité et du bien vivre ensemble, la République ne pouvait pas se vivre à visage caché. En d'autres termes, si vous vouliez avoir un minimum d'interaction avec vos semblables, vous ne pouviez pas vous cacher derrière un voile intégral. Et donc, on voit qu'on avait derrière cette loi finalement la volonté de réprimer tous les tenues vestimentaires à caractère religieux, et notamment avec une pratique rigoriste de la religion musulmane. Donc, moi, c'est très bien, je reprends cet argument et je dis, effectivement, si vous imposez le port du masque en tout temps, en tout lieu, en fait, vous allez limiter les interactions en société. Parce que, finalement, lorsque vous êtes en société et que tout le monde a le port du masque, le danger, c'est autrui. Le danger, c'est autrui. Toutes les personnes qui vous entourent sont de potentiels malades qui peuvent vous contaminer et donc vous causer la mort. Et donc forcément, une société qui vit dans la peur constante de son prochain est une société qui est malade. Et il ne peut pas y avoir une unité de destin, faire nation, comme on dit. Il ne peut pas y avoir la possibilité de faire nation et d'avoir une unité de vie, une unité de destin, si autrui est un danger. Ça, c'est impossible.
Donc en faisant ça, en fait, on détruit le lien social. En imposant le port du masque général en population de manière générale et absolue, parce que même si le tribunal dit oui, mais c'est finalement que 3 semaines. Non, c'est dans 3 semaines, il y a une clause de revoyure. Ils vont reprendre la même mesure. Donc en fait, c'est plus sur plusieurs mois qu'il faut apprécier la mesure, parce que dans les faits, ce n'est qu'une clause de revoyure. Eh bien, si vous imposez le port du masque sur de nombreux mois, voire de plusieurs années, ben, en fait, vous détruisez le lien social. Et ça, c'est très dur à reconstruire. Et derrière cette destruction du lien social, on l'évoquera peut-être à la fin de cette émission, il y a, je pense, la volonté pour l'État d'empêcher les gens de communiquer entre eux. Parce que toutes les révolutions se sont basées sur l'idée qu'il y avait justement un échange d'idées, que les gens se rencontraient. D'ailleurs, on le sait, les journées des Trois Glorieuses se sont faites en fait dans les cafés. C'est-à-dire que les révolutionnaires ont pris de grandes décisions justement dans les pubs, dans les cafés, et que c'est justement la circulation des idées qui a favorisé l'émergence des révolutions, pas d'une révolution, des révolutions. Et d'ailleurs, une des premières mesures qui avait été prise par Charles X, ça a été d'interdire la liberté de la presse. Donc on voit bien que lorsqu'on veut réprimer une révolution, eh bien on cherche davantage à réprimer les idées et surtout ses moyens de circulation. Si vous empêchez les gens d'aller se rencontrer, de nouer du lien et de discuter, à partir de ce moment-là, vous étouffez toute possibilité de querelle. Et c'est ça le vrai danger derrière cette interdiction du port du masque. L'objectif de protection de la santé publique ne peut pas se faire au détriment de la destruction de toutes les autres libertés. Sinon, vous n'êtes plus dans une démocratie. Et comme je disais tout à l'heure, j'écoutais l'émission de Juste Milieu avec Mike Borowski, à qui je passe mes salutations. Eh bien, Rémi de Juste Milieu expliquait que le Qatar s'était vu attribuer la Coupe du Monde afin de favoriser la démocratie. Mais la vraie question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que la démocratie est un régime qui est souhaitable? Je ne pense pas aujourd'hui, par exemple, que concrètement, la plupart des Français soient favorables à une démocratie. On le voit très bien, la démocratie, c'est l'idée que vous êtes libre de penser. Et donc, libre de penser et d'agir, vous êtes responsable de vos actes. Or, il est assez confortable de voir qu'une grande partie de la population s'est accoutumée à l'idée selon laquelle on allait leur expliquer à quelle heure ils avaient le droit d'aller chercher leurs enfants, d'aller faire leurs courses, et si leurs grands-parents devaient être dans la cuisine pour déguster la bûche de Noël. Donc on voit bien ici qu'il y a vraiment une volonté d'infantiliser et de déresponsabiliser. Donc à partir de ce moment-là, il faut poser la question à ces gens, est-ce qu'ils veulent vivre dans une démocratie? Parce que vivre dans une démocratie, c'est justement prendre des risques et assumer ses responsabilités. Donc aujourd'hui, je ne suis même pas certain que la plupart des Français aient envie de vivre dans une démocratie. Autre chose, la démocratie n'est pas le seul modèle de société. Un modèle de société, c'est un choix de société. Est-ce que notre choix actuel, il est de s'inscrire dans une démocratie? À partir du moment où pendant 2 ans, on a accepté des mesures autoritaires et verticales, et qu'on a redonné un blanc-seing à ce même gouvernement en élisant un président de la République et une majorité, ce n'est pas simplement le président de la République, il faut se poser la question si véritablement la démocratie est toujours notre choix de société. Voilà, je ne suis pas certain. Mais tu as déjà évoqué le sujet, je me rappelle, je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y a quelques temps. J'aime beaucoup cette réflexion et cette remarque. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi sur des émissions. Je pense qu'il faut véritablement vraiment conscientiser et prendre du recul sur le sujet et vraiment analyser sur cet aspect. J'aime beaucoup, moi, cette approche citoyen que tu avais abordée. Ça permet déjà de réfléchir déjà sur ces notions-là. Et en effet, je pense que par contre, à ce jour, on utilise le terme, certains justement utilisent le terme démocratie à tort, en disant c'est ça la démocratie, alors qu'en fait, ce n'en est pas véritablement une, quoi. Et, en fait, la démocratie, il faut la définir. La démocratie, déjà, repose sur une fiction juridique. Je vous avais expliqué lors d'une précédente émission qu'on partait du principe qu'une majorité allait élire un président de la République et que ce président de la République, une fois élu, allait représenter l'unanimité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on considère dans cette fiction juridique qui veut dire je prétends être vrai ce qui est faux, à savoir que la majorité ne peut pas équivaloir à l'unanimité. 50% ne fait pas 100%, on est d'accord. Eh bien, 50% dans la démocratie équivaut à 100%. 2 personnes peuvent s'asseoir autour d'une table et décider du destin d'une troisième, et on fera comme si c'était les 3 qui avaient décidé de manière unanime. C'est ça la démocratie. Donc, pour qu'on soit dans une démocratie, c'est pas simplement l'élection. L'élection est un élément de la démocratie, mais pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un état de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait des contre-pouvoirs, une séparation des pouvoirs, mais également une répartition des pouvoirs et un certain équilibre des pouvoirs. C'est tout ça. Et notamment, j'avais évoqué le fait que le Conseil constitutionnel était un contre-pouvoir parce que justement, il pouvait
via son contrôle de constitutionnalité, dire à la majorité politique, oui, vous êtes les plus nombreux, mais vous avez tort, parce qu'il y a des principes fondamentaux qu'on ne peut pas remettre en cause et pour lesquels votre loi vient se fracasser dessus. Et à partir de ce moment-là, moi, je censure soit les dispositions inconstitutionnelles, soit l'intégralité de la loi, parce que même si vous êtes les plus nombreux, vous avez eu tort. Voilà ce que ça veut dire. Ce sont les contre-pouvoirs. Aujourd'hui, il n'y a plus ces contre-pouvoirs. D'accord. Alors, on avait on remarque également, notamment, alors si on revient, certains ont évoqué l'intérêt scientifique du masque ou autre. Encore une fois, hein, comme on l'a dit en début d'émission, ce soir, alors on est convaincu d'un ensemble de choses. L'objectif, c'est de parler, on va dire, à la hauteur de ce que nous sommes capables de parler. Donc là, on aborde le sujet d'un point de vue purement, on va dire, juridique, avec nos perceptions. Et également, c'est ce qui vient compléter ce qui était déjà été évoqué, notamment par le Conseil scientifique indépendant. Certains ont cité notamment Éric Loridan, donc oui, qui a fait plusieurs émissions sur le sujet. Donc je vous invite à aller les voir si vous voulez avoir vraiment une vision sur l'aspect purement scientifique. Après, moi, sur cet aspect-là, d'une manière globale, si j'apporte mon point de vue de citoyen, alors, c'est pas, on va dire, de l'étude scientifique en tant que telle, mais moi, ce qui m'a fait me questionner sur lorsqu'ils ont commencé à évoquer le port du masque. Et ayant une activité de pompier et travaillant également dans le domaine de la santé et sécurité au travail, quand ils ont commencé à parler du masque, où tout le monde réclamait, il est vrai que quand notamment Jérôme Salomon, vous vous rappelez, et donc Olivier Véran disait que ça ne servait à rien en population générale, d'une manière globale, j'étais relativement assez d'accord avec eux, notamment de par ce que je connaissais, si on peut dire, sur nous, les équipements de protection respiratoire que l'on utilisait chez les pompiers ou même dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Et puis, quand il a commencé à être évoqué le sujet du masque en population générale, moi, au début, donc, bon, peut-être, pourquoi pas, mais j'avais quand même énormément de doutes. Et la première chose que je suis allé faire, notamment, mon réflexe, ça a été, j'avais lu ce document quelques mois avant, notamment un document de l'INRS, qui est un institut donc, d'État, hein, l'Institut national de recherche et de sécurité. Et justement, je devais travailler, enfin, j'étais en train de bosser sur notamment tout ce qui était appareil de protection respiratoire. Si on en revient à ce que tu disais notamment en introduction, il ne faut pas non plus tout jeter. C'est-à-dire que d'une manière globale, les masques s'inscrivent dans un ensemble d'équipements qu'on appelle les appareils de protection respiratoire. Donc ça va du petit masque chirurgical jusqu'au masque à cartouche, etc., jusqu'à les équipements les plus complexes, c'est-à-dire les appareils de protection respiratoire isolants, aériens, qu'on utilise par exemple chez les pompiers, qu'on utilise dans les entreprises, lorsqu'on veut totalement isoler le porteur d'un environnement vicié. Voilà. Et donc, moi, mon réflexe a été de retourner voir dans ce document, justement, un ensemble de choses, parce que j'ai lu des choses sur l'ensemble de masques. Donc, si vous les reprenez, il y a une multitude de masques. Donc, encore une fois, il ne faut pas tout jeter. C'est-à-dire que vous avez des équipements qui sont utilisés tous les jours par des travailleurs. Je ne vous parle pas là spécialement du masque chirurgical, hein, et justement, qui nous indique clairement, en fait, qu'est-ce qui est adapté à quoi, qu'est-ce que ça file, qu'est-ce que ça permet de retenir ou autre. Et je suis retourné voir dans ce document et il est vrai que moi, en relisant ce document sur comment choisir, notamment dans le domaine du travail, pour protéger des salariés, sur justement quel équipement choisir, je n'ai rien trouvé de probant véritablement dans ce document, ne serait-ce que dans celui-ci, justement sur un usage en population notamment générale. Donc voilà. Et après, il y a un ensemble d'éléments d'autres scientifiques qui ont été évoqués, donc comme tu le disais, par certains médecins. Et puis, et pour terminer là-dessus, même en tant que pompier, moi où j'ai une grosse surprise, c'est qu'au début du Covid, donc nous, on avait les équipements, quand ils disaient que c'était que pour les soignants. On avait des kits RIR, mais qu'on utilisait déjà depuis des années, des kits risques infectieux respiratoires dans nos ambulances de pompiers. Donc avec, par exemple, un masque chirurgical pour la victime quand on a quelqu'un de malade, mais pas spécialement du Covid, et nous, des masques FFP2 pour nous protéger, c'est-à-dire pour empêcher les projections, notamment d'une personne malade sur des maladies, on va dire, à risque, on va dire, vraiment infectieux, important. Et nous, des masques FFP2, sans dire que ça nous protégeait globalement, mais c'est comme on allait avoir une proximité, voilà. Et on avait, notamment pour le Covid, donc on nous demandait d'intervenir avec ces masques-là, et surtout, on appliquait les mêmes protocoles qu'on appliquait depuis des années, qui font partie des cours d'hygiène et d'asepsie, même que les soignants ont dans les établissements de santé, c'est-à-dire que pendant des années, jusqu'en 2020, un équipement, un masque, que ce soit chirurgical ou FFP2, dès lors où on l'a mis sur le visage, était considéré comme un objet contaminé, comme un équipement contaminé.
C'est-à-dire que dès lors, on avait sur le visage, fallait pas le toucher, il y avait un risque de contamination. On le prenait avec les élastiques, on arrivait à la caserne, on le jetait, on va dire, avec les gants, justement dans des poubelles spécifiques qu'on appelle nous les DASRI, déchets d'activité de soins à risque infection. Parce que dès lors où il est sur le visage, on sait que nous, on projette également des choses, pas spécialement ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est véritablement considéré comme une contamination biologique. Voilà. Et donc, on jetait dans ces sacs de déchets, etc. Ensuite, on enlevait nos gants, on nettoyait nos mains parce qu'on savait qu'il y avait un risque infectieux. Si vous prenez les cours d'hygiène et d'asepsie, même des infirmières en établissement de santé, c'était la même chose. Et quand on a commencé à voir en population générale, où d'un seul coup, on balayait tous les protocoles, et puis comme tu l'as indiqué tout à l'heure, je le mets dans la poche, je le prends, je le touche. Vous le voyez, les enfants, ils ont le masque notamment, ils bavent dedans, il y en a de partout. C'est là où je me suis dit, mais on est en absurdie totalement. Voilà, sans pouvoir prouver scientifiquement, je me suis dit véritablement, mais qu'est-ce qu'on en est en train de faire alors que pendant des années, on nous a dit que c'était un objet contaminé, que je ne savais pas le toucher, ne jamais, ne serait-ce le réajuster. Et là, tous les jours, on voit les gens qui remettent leur masque correctement et qui touchent tout de partout, quoi. Donc, en effet, c'est vrai qu'une étude d'impact serait hautement utile. Alors, peut-être qu'ils ne la font pas. Le risque, ce serait véritablement qu'on constate potentiellement que ça participe même à un ensemble de choses. Et je terminerai sur le sujet. Je vous invite à aller voir également ce que les travaux qu'ont fait, par exemple, Emmanuel Darle, et notamment le collectif de santé pédiatrique, etc. Ils ont pris également, notamment si vous regardez pour les enfants, avec l'instauration du port du masque, encore une fois, corrélation ne veut pas dire causalité, mais il y a quand même des hasards qui sont toujours un petit peu bizarres. Vous avez eu une augmentation des pneumopathies et des bronchites aigus chez les enfants aux périodes d'instauration du masque. Et on a une chute, donc avec les données de santé publique, justement, de ces hospitalisations, enfin de ces prises en charge pour les pneumopathies et des bronchites, notamment en mars, la semaine 11 de 2022, donc ça va être au mois de mars, et fait du hasard, ça correspond à la période où on retire le masque dans les écoles. On ne peut rien affirmer, encore une fois, mais il y a un ensemble d'éléments qui laissent se questionner. Voilà pour ces aspects que je voulais aborder et les perceptions. Et tu fais bien en tout cas de rappeler que, effectivement, ici, on ne va pas discuter scientifique parce que des gens en ont mieux parlé que nous. Exactement. Par contre, ce qu'on va indiquer aujourd'hui va venir compléter ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a des éléments juridiques et ce qu'il faut comprendre et retenir, je pense qu'on pourrait même conclure par ça, quasiment, c'est de dire qu'en fait, la situation d'imposer un port du masque général sans démontrer préalablement son utilité, son efficacité et sa proportionnalité est illégale. Voilà, c'est ça qu'il faudrait retenir. Si vous aviez une chose à retenir. Donc moi, je vous invite vraiment partagez vraiment ce live, commentez, posez vos questions, ça va nous permettre aussi de mieux le référencer. L'idée, c'est pas de nous convaincre, ceux qui nous regardent aujourd'hui sont déjà convaincus, la question, elle n'est pas là. La question, c'est tous ceux qui ont des doutes, qui aujourd'hui se questionnent, puissent trouver ici des informations qui vont pouvoir un peu nourrir leur réflexion. Donc, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'étude d'impact et il n'y en aura pas. Or, c'est dommage parce que aujourd'hui, concrètement, l'étude d'impact est ce qui nous permettrait de pouvoir engager par la suite des actions en responsabilité à l'encontre de l'État. Alors, l'action en responsabilité, elle a deux avantages. La première, elle permet de vous indemniser de votre préjudice que vous avez subi. Mais la deuxième, c'est qu'elle permet d'enjoindre à l'administration de modifier ses process. En d'autres termes, revoyez votre copie parce que vous voyez bien que là, ça n'a pas fonctionné. Et donc, vous faites différemment. Vous évitez donc ainsi que le même préjudice qui vous a frappé puisse frapper indistinctement d'autres personnes. C'est ça tout l'intérêt. Et aujourd'hui, on regrette parce qu'en réalité, mon cabinet est très peu saisi de ces questions-là. On a un seul requérant aujourd'hui qui a sollicité un référé expertise, qui a épuisé toutes les voies de recours internes et qui est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous aurez une émission à ce sujet puisqu'il va venir témoigner sur ma chaîne très prochainement. Il vous expliquera un peu sa démarche. Mais c'est un des seuls à avoir eu ce courage de se dire, effectivement, mes enfants aujourd'hui ont quitté l'école, ils ne sont plus dans le système scolaire, ils ne risquent plus rien. Mais j'ai conscience que d'autres personnes ne peuvent pas se payer le luxe de faire l'instruction en famille. Par conséquent, j'engage ce recours non pas seulement pour mes petits intérêts privés, mais parce que j'estime qu'il en va de l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, si concrètement nous avions fait annuler ces mesures du port du masque en extérieur, mais également le port du masque dans les écoles, nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que tous les hivers, on réimpose le port du masque. Et ça me permet de faire une belle transition avec la question de comment vont-ils procéder à un rétablissement de ce port du masque. Alors, déjà, est-ce qu'il est possible de rétablir le port du masque ?
Actuellement, on Oui. l'avait. Oui. La réponse est oui. Voilà, il n'y a pas de débat. La réponse est oui. N'oublions pas que la majorité parlementaire du moment est aux ordres du président de la République et de son gouvernement. Et par conséquent, ils peuvent, bien entendu, rétablir le port du masque. On va même aller plus loin. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont l'obligation de prendre des mesures si la situation sanitaire se dégrade. Donc on pourrait même leur reprocher de ne pas agir, on pourrait même leur reprocher une faute s'ils n'agissaient pas. Donc vous voyez que ça va très très loin. On va encore aller plus loin. Il est fort probable que le gouvernement décide d'un projet de loi visant à rétablir l'ensemble des mesures restrictives de liberté, à savoir confinement, couvre-feu, port du masque, passe sanitaire, voire passe vaccinal, sachant que l'obligation vaccinale est toujours maintenue. Il n'y a pas de souci là-dessus, avec bien entendu l'obligation cette fois-ci d'une 4e dose, un 2e booster si vous le souhaitez. Mais il serait tout à fait possible que le gouvernement puisse avoir un tel projet de loi et que ce projet de loi soit passé à la force du forceps, à la force du biceps avec un 49 alinéa 3, puisque vous avez la possibilité de mettre en place une fois par session un article 49 alinéa 3 dans lesquels les lois de finances, les de financement de la sécurité sociale n'appartiennent pas. Donc ça veut dire que les articles 49 alinéa 3 utilisés pour les lois de financement de la sécurité sociale, tels que l'a dégainé la Première ministre Madame Borgne, eh bien, ne comptent pas dans les articles 49 alinéa 3 qui pourraient être mis en œuvre une fois par session. Donc moi, en fait, aujourd'hui, il serait tout à fait capable de réinstaurer de telles mesures restrictives de liberté, et je ne suis pas sûr qu'avec notamment la France Insoumise, il y ait une véritable opposition. Et je vais le justifier, parce que pour moi, la LFI, même si individuellement, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, c'est quand même très souvent une opposition assez contrôlée. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu la question de l'obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération, LFI a saisi le Conseil constitutionnel. Mais une des mesures qu'ils ont contestées, c'était pas l'obligation vaccinale à proprement parler, c'était de dire que le délai qui était laissé aux libéraux pour satisfaire l'obligation vaccinale, 15 septembre jusqu'au 15 octobre, était trop court. Moi, je suis désolé, quand vous êtes à l'opposition et que la seule question de constitutionnalité que vous posez, c'est de dire que vous n'avez pas laissé assez de délai, c'est que vous n'êtes pas contre le principe d'une obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération à durée indéterminée, qui était la base principale de la loi du 5 août 2021. Vous pouvez effectivement accepter l'idée qu'il y a une obligation vaccinale, mais pour que cette obligation vaccinale ne se transforme pas en injection forcée, il faut que les conséquences de son refus ne soient pas disproportionnées. La suspension sans rémunération est quelque chose qui n'existait pas. Donc voilà comment je pense qu'ils vont procéder. Projet de loi, article 49 alinéa 3 et rétablissement de toutes les restrictions de liberté. Donc comme le disait mon confrère Fabrice Divisio, que je salue également, il a raison lorsqu'il dit que toutes les mesures restrictives de liberté ne sont pas derrière nous. Quand il dit et qu'il souligne que son association a vocation à combattre les restrictions de liberté en crise sanitaire et qu'il y a des adhérents qui indiquent que cette année, ils ne renouvellent pas parce que, justement, ils estiment qu'il n'y a plus de restrictions de liberté, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte de la réalité. Il y aura et il y a déjà des restrictions de liberté en matière de crise sanitaire. Et on va même aller plus loin. La crise sanitaire, aujourd'hui, devient également un contre-feu. Ça, c'est mon analyse personnelle. Mais à l'époque, à l'heure où on vous parle effectivement d'inflation galopante, c'est une inflation, on voit que tous les jours, le coût de la vie augmente. Inflation galopante, augmentation du coût de l'électricité et d'une manière générale des énergies, risque de faillite en cascade, puisqu'on a effectivement des sociétés TPE, PME qui vont voir une augmentation exponentielle du coût de l'énergie. C'est chômage de masse, crise sociétale, réforme de la retraite, donc en fait une poudronnière, et bien à partir de ce moment-là, effectivement, allumer un contre-feu en disant confinement, couvre-feu, port du masque et obligation vaccinale, c'est aussi un moyen de dire on ne vous permet pas de vous réunir, on ne vous permet pas d'échanger, et finalement, comme vous êtes omnibulé à l'idée de survivre face à une maladie mortelle, eh bien, vous n'êtes pas en train de vous questionner sur tous les acquis sociaux que vous avez. Parce que ces acquis sociaux vont disparaître. Je l'ai expliqué déjà. Le premier coup de canif, ça a été la suspension sans rémunération, ce qu'ils ont fait aux soignants. Ils le feront à vous. Et ça ira jusqu'à la saisie de vos comptes bancaires, jusqu'à votre argent n'est plus votre argent, et jusqu'à ce que, finalement, toute votre vie soit conditionnée, contrôlée par un État. Alors que l'État est au service des individus et non l'inverse.
Et aujourd'hui, finalement, on a un petit peu ce qu'on mérite, hein, j'ai l'impression. Totalement. Il y avait une possibilité en 2022 de changer de voie, de voir autre chose. Et une de mes théories était la suivante, c'est de dire on aurait un intérêt à ce qu'effectivement, on ait soit une majorité parlementaire radicalement opposée à un président de la République, une sorte de cohabitation, donc une répartition des pouvoirs, qui serait en période de crise un véritable contre-pouvoir, soit d'avoir effectivement un président de la République qui serait incapable de réunir une majorité parlementaire, telle que par exemple Mélenchon ou Marine Le Pen. Quels que soient les deux, il était assez évident qu'ils n'auraient pas la majorité parlementaire, et en même temps, cela aurait permis une véritable répartition du pouvoir. Il y avait cette possibilité-là, effectivement, en mai 2022. Ce n'a pas été le choix qui a été fait par la population, et par conséquent, il y a eu un blanc-seing qui a été donné à un gouvernement qui ne gouverne qu'avec l'urgence et qu'avec des crises. Et comme les crises permettent de restreindre les libertés, il crée des crises pour restreindre vos libertés. Donc, conséquence de tout ça, eh bien, l'absence de recours fait qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a très peu de jurisprudence à opposer aux juges, et surtout, en fait, on ne connaît pas véritablement l'état du droit, parce que concrètement, ces mesures sont illégales, mais faut-il encore que le juge le fasse constater, puisque le principe, c'est que l'administration prend des mesures, même illégales, vous devez les appliquer. Seul un juge peut dire a posteriori si c'était légal ou non. Donc l'absence de recours, aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est dans la même situation. Deuxième chose, le protocole sanitaire pour les enfants, aujourd'hui, on le sait, il sera calqué sur les mesures restrictives de liberté en population générale. Par conséquent, qui dit port du masque en population générale, dit port du masque dans les établissements scolaires. Donc ça, il faut s'y attendre, c'est loin d'être fini. Et enfin, c'est aujourd'hui, en 2022, presque 2023, la consécration, si on le savait déjà, que les libertés fondamentales sont devenues des libertés facultatives. L'enfer est pavé de bonnes intentions, à vouloir protéger la vie biologique, eh bien, on a détruit tout ce qui faisait les petits plaisirs de la vie. Merci pour cette analyse. Je pense qu'il est partagé par la majorité. J'aime beaucoup, on va dire à chaque fois, cette approche amenée d'une manière juridique, parce que nous, de manière citoyenne, on a toujours la tendance à dire, regardez, il va aller vers ça, avec une on va dire un petit peu du brut de décoffrage, mais on a très bien compris vers quoi ils sont en train de nous emmener d'une manière globale. Et cette approche, on va dire d'un point de vue juridique, est quand même très intéressante. Et je pense que le chemin commence à être tracé. Et comme tu l'as indiqué, on a ce que l'on mérite. Je suis totalement en accord avec ça. Et moi, des fois, sur mes réseaux, alors je le dis d'une autre manière, enfin avec mes mots de citoyen, justement. Donc, c'est de l'intérêt. Enfin, c'est ce que je trouve intéressant en regard croisé. C'est on a ce que l'on mérite. Hein. C'est à ce jour où on cherche. Hein, on sait, tout le monde, je suis victime, c'est pas ma faute et c'est un tel. Mais je pense qu'on a vraiment perçu d'une manière globale que voilà, il y a une autorité toute puissante, il faut lui obéir. On en revient justement à quelle perception on a de la démocratie, d'où l'intérêt de la définir. Il y a une autorité, je lui obéis, même si je sais que c'est néfaste. Aujourd'hui, c'est ça, grossièrement. C'est quand j'en discute avec certaines personnes, c'est je suis pas d'accord, mais il n'empêche que c'est l'autorité. Bon, c'est très délicat, et puis il faut arriver, on va dire, à ressaisir les personnes et faire comprendre que ce qui nous arrive, il faut arrêter de se plaindre. On en est également responsable. Bon, le premier, j'ai beau être suspendu, je me considère dans les responsables de ce que l'on a. Enfin, je veux pas, comme je dis à certains, je veux pas me faire... On est, entre guillemets, des victimes du système, mais du système qui est accepté par une majorité. Ouais. Voilà, qui est accepté par une majorité, d'une manière globale. Donc... c'est qu'une majorité trouve encore son intérêt dans cette situation. C'est ça. Alors le problème, c'est que plus le temps passe et plus cette majorité se restreint, jusqu'à devenir quasiment aujourd'hui, ce système profite aujourd'hui à une minorité. Ouais. Mais cette minorité est organisée, est motivée et a un intérêt qui est surpuissant à ce que la situation puisse rester en état. Alors qu'effectivement, à l'inverse, on constate que ceux qui ont le moins de choses à perdre, parce qu'ils ont si peu, en fait, sont très peu mobilisés sur ces questions-là. C'est ça le danger. Donc aujourd'hui, effectivement, via ces émissions quotidiennes Justice citoyenne, l'objectif, c'est juste de vous réarmer un petit peu intellectuellement, vous donner des éléments de réflexion. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, l'idée, c'est simplement qu'on puisse discuter, qu'on puisse recréer ce lien. Parce que Louis Fouché le disait, finalement, pour changer les choses, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, il y a juste besoin de se reconnecter et de pouvoir rediscuter avec son voisin. Mais justement, l'objectif de ces émissions, c'est pas de vous démontrer est-ce qu'on a raison ou pas raison, c'est juste de vous apporter des éléments de réflexion
qui seront peut-être différents ou divergents de vos propres opinions, mais juste qu'on soit en mesure encore de discuter et de pouvoir effectivement se confronter. On ne prétend pas avoir la vérité effectivement empirique. Je ne prétends pas l'avoir, mais en revanche, j'ai bossé sur le sujet et j'ai des choses à dire. Et ces choses, peut-être qu'elles peuvent servir, voire au contraire, peut-être qu'elles donneront un petit peu de grain à moudre à ceux qui veulent combattre ces idées. Mais combattre ces idées, ça fait quelque chose de beaucoup plus intéressant que de traiter son prochain de complotiste ou de finalement discréditer celui qui est porteur des idées. Il faut critiquer les idées et non les personnes. Ça me paraît vraiment important. Et d'une manière globale, donc par rapport à ce que tu disais, nous, c'est ce que l'on fait par exemple avec le collectif Libertal, ce que l'on fait également, ce que font les Mamans Loups, ce que fait l'Union pour la protection de la santé des enfants, ce que je vous recommande fortement. Certains se disent, mais quoi faire? Alors, il y en a qui veulent manifester ou quoi que ce soit. Certains, nous, des fois, on va voir donc des élus, certains vont dire, non, mais de toute façon, tout est corrompu, mais à un moment donné, en fait, est-ce que vous avez la solution miracle en face? Je ne suis pas là pour faire des leçons de morale. Donc, le système juridique, alors même le système parlementaire, tu l'as très bien expliqué à plusieurs reprises, c'est déjà très compliqué, mais il n'empêche que nous, ce que l'on essaye de faire également, c'est d'aller voir des élus locaux qui vont potentiellement appuyer des demandes auprès des parlementaires, des députés, des sénateurs, et vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a quand même des petites choses, des fois qui arrivent à passer, et puis en fait, je pense véritablement, en fait, on est dans une sorte de rapport de force, en fait, parlementaire et juridique, et qu'il y a quand même une pression de plus en plus importante, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et l'intérêt, en fait, c'est d'avoir justement, si on veut donner du poids à ces parlementaires, si on veut donner du poids aux sénateurs, et pour qu'enfin, certains, même s'ils étaient pas spécialement, entre guillemets, en accord avec nous, qu'ils comprennent, il faut renouer un lien. On n'a pas le choix, de toute manière. Actuellement, le système, il est fait de la sorte. Allez les voir pour arriver à leur montrer qu'il y a vraiment un intérêt, qu'il y a la population derrière. Donc, allez voir vos élus locaux, allez voir des parlementaires, mobiliser des rendez-vous. Vous avez vu, il y a un ensemble de choses des fois qui sont à la limite de passer. Il y a encore, alors même si la probabilité est relativement très faible, encore les fameuses motions de censure. On voit que des fois, on est passé quand même pas très loin. Il y a encore des petites choses, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, aujourd'hui, on n'a plus que ça comme outil. Voilà, on n'a plus que ça comme outil, faire des recours notamment juridiques, et puis voilà. Je pense que c'est la technique du colibri, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander si ce que vous allez faire va fondamentalement changer les choses, il faut juste considérer que c'est un tout, et qu'en réalité, vous avez 100% de chance que les choses restent ainsi. Donc si vous voulez changer le système, en fait, ce sont les petites actions du quotidien, ce sont les petits changements du quotidien qui peuvent amener ce système effectivement à dérailler, à dysfonctionner et finalement à être contraint de changer. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important, c'est-à-dire que ces petites gouttes d'eau peuvent faire des ruisseaux, faire des fleuves, faire des mers, faire des océans, et c'est comme ça, effectivement, que les choses peuvent changer. Ça passe par des recours, ça passe par des manifestations, ça passe par des engagements politiques, ça passe par une multitude d'actions, mais la pire des choses, c'est de ne rien faire. Entre l'espoir et le désespoir, moi, j'ai choisi l'espoir. Très bien. Merci. Également, c'est là-dedans, et puis c'est ce qui nous maintient, se dire, au bout d'un moment, on y arrivera. Moi, je me dis toujours, à chaque fois, que ce soit dans 6 mois, dans un an, dans un an, à la fin, on gagne. Puis moi, c'est juste le sentiment de me dire que lorsqu'effectivement toutes nos libertés ont été restreintes, je ne veux pas avoir eu la responsabilité de me dire que je n'ai rien fait. Je ne veux pas qu'on vienne me chercher en me disant « je n'ai rien fait, j'ai assisté impuissamment ». Non, on a fait des choses. Maintenant, effectivement, ça s'est révélé infructueux. Mais comme disait un de mes confrères, je ne me rappelle plus de son nom, Tarek Comenri, je ne sais plus exactement son nom, qui a obtenu une décision très intéressante devant un conseil de prud'homme pour une soignante suspendue notamment. Eh bien, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que les restrictions de liberté auraient été beaucoup plus importantes s'il n'y avait pas eu d'avocats. Mais je vais même aller plus loin, c'est s'il n'y avait pas eu de courageux justiciables qui avaient saisi des avocats pour justement contester ces mesures. Je pense qu'effectivement, sans recours de la part des avocats, le gouvernement aurait senti avoir une très large marge de manœuvre. Et si vous n'avez aucun contrôle de la part des magistrats, c'est effectivement la porte ouverte à toutes les dérives. Déjà qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de restrictions et de contrôle à ces dérives gouvernementales, sans recours, effectivement, on se retrouverait dans une situation qui serait bien pire que celle qu'on a actuellement. Eh ben, en tout cas, merci pour cette analyse. Alors, on a dépassé les 1 heure d'émission, on arrive pile à 1 heure. Je te propose qu'on pose les questions traditionnelles. On en a plusieurs. Je commence par celle-ci. Je regarde les prochaines. Bonsoir maître, après une mauvaise expérience, problème de santé pour ma petite fille, 10 ans, un certificat médical peut-il être fourni par Muriel il y a environ un quart d'heure qui nous a posé cette question. Il faudra en savoir plus, quel est l'objectif du certificat médical. Le certificat médical, il peut toujours être sollicité devant effectivement un médecin. Ce médecin, lui, ne peut pas faire un certificat de complaisance, mais il peut effectivement attester de ce qu'il constate.
Et à partir du moment où il atteste de ce qu'il constate, il constate effectivement, par exemple, qu'il y a une indisposition par rapport au masque, il y a effectivement une gêne respiratoire provoquée par le masque. Dans ce cas-là, le médecin a l'obligation de notifier ce qu'il constate. Donc, à tous ces médecins qui refusent d'appliquer des certificats de contre-indication au port du masque par peur d'être dénoncés devant l'ordre des médecins, sachez qu'ils ont également une responsabilité en cas de complications médicales, alors qu'ils avaient la possibilité, lorsque les patients sont venus le voir, de pouvoir prendre un acte visant à éviter ce dommage. Donc attention aux médecins, les certificats de complaisance, bien sûr, il faut les éviter, et par contre, les certificats qui ne sont pas établis alors qu'il y a un vrai problème médical, ça aussi, c'est une cause de responsabilité, ne l'oubliez pas. Ça, je ne sais plus. Alors, je ne sais plus si on en avait parlé en aparté avant le lancement de l'émission ou si tu en as évoqué pendant l'émission. J'en ai parlé en aparté. En aparté. Effectivement, on a parlé de la question du port du masque, notamment des masques à usage unique. On est à une époque où on va vous parler de l'environnement, de la nature, de tout ce qui va nuire justement et participer au réchauffement climatique. Et il y a notamment dedans tout ce qui est usage unique, plastique à usage unique, notamment les pailles et notamment tous les ustensiles de vaisselle que l'on peut avoir. Se pose la question si le port du masque à usage unique n'est pas complètement disproportionné par rapport justement à toutes les mesures environnementales. C'est quand même assez drôle, et je mets des guillemets dans drôle, qu'après avoir utilisé et abusé du port du masque et donc de toute la pollution que ça a pu entraîner, personne ne l'évoque et personne ne dise aujourd'hui s'il y a des mesures à prendre, on ne peut pas le faire au détriment des générations futures. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imposer le port du masque, mais si vous imposez un port du masque à la population générale, vous allez relancer l'industrie du port du masque, vous n'allez pas encourager les entreprises à trouver d'autres solutions alternatives à cet usage unique en plastique, et forcément, vous allez participer à la dégradation de l'environnement, et ça, au détriment des générations futures. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qu'il faut peser dans la balance. Il faut le dire aujourd'hui, le port du masque à usage unique est complètement à l'opposé et aux antipodes de toutes les mesures environnementales et gouvernementales que l'on veut mener aujourd'hui. On avait indirectement, alors la question a été posée à 20h53, mais finalement j'avais répondu un petit peu. Ouais. Tu avais répondu, hein, c'est illégal, mais c'est le paradoxe phénoménal. Hein, c'est-à-dire en fait, c'est ce qu'on appelle en fait le principe du privilège du préalable. Si vous voulez qu'une société puisse fonctionner, il faut que l'administration puisse agir. Donc l'administration ne peut pas demander à un juge et attendre que le juge se prononce pour prendre une décision. Donc l'administration, elle prend une décision, c'est d'abord légal, tout le monde doit l'exécuter, vous la contestez ensuite. Et c'est un juge qui vous dira oui, c'était légal, et dans ce cas-là, circuler, il n'y a rien à voir, ou non, c'était illégal, et dans ce cas-là, il annule la décision. Et ça veut dire quoi annuler? C'est-à-dire vous faites disparaître tous les effets, y compris dans le passé. Donc, par exemple, pour la question du pass vaccinal, on m'a demandé si tous les recours qu'on avait intentés avaient été utiles et nécessaires. Eh bien sûr, même si le pass vaccinal s'est arrêté en mars 2022, le pass vaccinal s'est appliqué pendant 2 mois, véritablement, si on prend fin janvier 2020 jusqu'à quasiment mi-mars 2020, et le pass sanitaire s'est appliqué à partir de août 2021 jusqu'à mars 2022. Donc, demander l'annulation d'une telle mesure, c'est d'une part voir reconnaître l'illégalité de la mesure, donc il ne faudra pas recommencer, c'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, c'est obtenir réparation du préjudice subi. N'oublions pas qu'il y avait des gens qui étaient soumis à un pass vaccinal et qui ont perdu leur emploi, voire parfois qui ont dû cesser une activité et ça leur a causé un préjudice. Et surtout, ça contraint l'administration à modifier ses process. Il n'y aura plus de pass vaccinal si on réussit à le faire annuler. Donc il y a toujours un intérêt à faire annuler cette mesure. Merci encore pour ces éléments. Je continue de descendre. On a surtout beaucoup de commentaires. Tu ne fais pas trop insulter quand même, ça va? Non, c'est tout bon. Il y a beaucoup qui disent, mais alors souvent on entend, alors attention, je ne veux pas être provocateur parce que moi-même ayant été suspendu, ayant vécu, on va dire justement ces mesures, et il n'empêche, on voit régulièrement les commentaires, j'ai envie de vous motiver un petit peu plus, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on entend, et si tout le monde n'avait pas fait ça, on n'en serait pas là, et si, etc. Il n'empêche qu'à ce jour, on peut réécrire l'histoire comme on le veut, elle est aujourd'hui au 5 décembre 2022, 21h10, elle est comme ça. Il n'empêche qu'on peut rebrasser toute l'histoire comme on le veut, il n'empêche qu'elle est ainsi. Par contre, essayer d'aller discuter avec des personnes, je suis notamment, par exemple, je me permets de prendre l'exemple, ça pas spécialement, enfin, ça a été plus ou moins, enfin, je dirais pas un échec, mais j'ai présenté également un vœu de soutien à un document de l'Union pour la protection de la santé des enfants, par exemple, dans le conseil municipal où je suis élu municipal. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. En fait, j'ai testé.
J'ai tenté. Ça a apporté, on va dire, ça a permis de questionner. J'ai pas spécialement obtenu l'espoir que j'avais, mais surtout, ça nous a permis de voir, encore une fois, entre guillemets, comment ça fonctionnait, comment c'était perçu, et sur quoi il faut encore qu'on travaille pour continuer d'avancer. Donc, inutile, plutôt que de passer du temps ici, faites des choses et allez exploiter, allez taper à droite, à gauche, allez faire des recours juridiques, et même si, entre guillemets, on perd certaines fois, ça permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de contenir. Il y a un moment donné, ça va percer. Il y a un moment donné, effectivement, la DI va céder. Mais oui. Une chose est sûre, de ne rien faire est la pire des choses. Voilà. Donc, je rejoins totalement David. Je veux, moi, alors, c'est pas du tout par fierté, c'est pas du tout pour l'ego, c'est vraiment par conviction. Je veux dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe ce qui sera passé, je veux pouvoir regarder, on va dire, des personnes ou des enfants droit dans les yeux, leur dire, écoute, j'ai fait, je sais pas où est-ce qu'on en sera, et pour me dire également pareil, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu. Voilà, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu, je ne serais pas resté à attendre que le Saint-Esprit ou je ne sais quoi nous libère de je ne sais quoi. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente. Essayez de faire des choses, comme le disait David, d'aller parler à des personnes, des élus, des citoyens. Et en fait, le discours prend petit à petit. On arrive à faire évoluer les choses. Il y a certaines personnes qui se rendent compte que la démocratie commence à ne plus être. Il y en a qui commencent à remettre en cause un ensemble de choses. Donc, ça paye. Et ça, ce travail se paye. Et surtout, lorsque vous maintenez une ligne de conduite, vous prenez de la crédibilité, moi, je trouve, au fur et à mesure. Même si les gens ne sont pas d'accord, le fait de tenir une ligne de conduite, de tenir un certain discours, de dire, mais regardez, j'ai pas changé mon discours. Je pense toujours la même chose, d'être cohérent. Ça paye au bout d'un moment. Certains commencent à vous écouter davantage. Et surtout, rappelons-le, pensez à partager, à commenter. Il faut que les personnes qui ne regardent pas cette émission puissent avoir aujourd'hui la possibilité de nous regarder et de nous découvrir. Ce n'est pas normal aujourd'hui, effectivement, que si peu de personnes sachent qu'il y a un vrai problème en matière de gestion de la politique sanitaire. Quand je discute avec des citoyens lambda, il y a quand même une ignorance qui est quand même presque honteuse de tous ces résistants qui ont lutté pendant plus de 2 ans pour essayer de ramener un peu de raison dans ce qui était déraisonnable. Boire son café assis au lieu de debout, est-ce que c'était raisonnable? Demander à son grand-père ou à sa grand-mère d'aller manger la bûche de Noël dehors ou dans la cuisine, est-ce que c'était raisonnable? De se demander si la police allait débarquer chez soi pour vérifier si on ne serait pas plus de 6 à la maison, est-ce que c'était raisonnable? Bien sûr que non. Ça, c'est pas normal. Il y avait notamment cette question, alors je me permets de la réafficher, pourquoi elle a été posée il y a 21h02, c'est intéressant parce qu'en finalement, ça rejoint totalement ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, notamment, comment pouvez-vous dire qu'on a ce qu'on mérite alors que les Français, alors que la majorité s'est abstenue? Et bien justement, ceux qui se sont abstenus, de par leur perception. Enfin, je suis pas contre l'abstention. S'abstenir, c'est cautionner celui qui va emporter la majorité. S'abstenir, c'est laisser un blanc-seing pour celui qui obtiendra le plus de voix. Donc, je veux dire, aujourd'hui, s'abstenir, on le sait, ce n'est pas s'abstenir, c'est valider la personne qui obtiendra la majorité. Donc, aujourd'hui, ceux qui se sont abstenus ne sont pas abstenus. Ils ont voté également pour Emmanuel Macron, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Voilà, maintenant, ils ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à pas s'abstenir. Voilà. Il est vrai que l'abstention, moi je me suis posé la question, j'ose le dire, pour les élections, enfin, ne croyant plus à ce système politique, on est bien d'accord que aussi, permettez-moi le terme un peu familier, aussi pourrave soit-il, qu'on peut le percevoir, je vous le dis avec un discours de citoyen, c'est vrai, je me suis dit, mais de toute manière, ça revient, on va dire, à leur donner pareil un blanc-seing. Et je pense que même dans les collectifs ou autres, je pense qu'il faut arriver à faire percevoir ça, c'est de se dire, s'abstenir, j'y crois plus, on veut changer de système ou quoi que ce soit, on veut aller vers autre chose, mais il n'empêche que c'est indirectement valider tout ce qui va s'imposer aux autres. Alors certains ont réussi à se sortir un peu du système, ont leurs enfants en instruction en famille, ont une activité professionnelle où ils sont un petit peu épargnés, mais il faut bien savoir qu'il y en a un ensemble de personnes qui n'ont pas les possibilités que, en s'abstenant directement, on permet, comme tu le dis, en fait, d'arriver au pouvoir. S'abstenir quand on connaît effectivement le système électoral, il n'y a pas d'abstention, il y a juste une validation indirecte et implicite, mais nécessaire, de celui qui obtiendra le plus de voix. Il faut le savoir, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est celui qui obtiendra le plus de voix, qui aura donc la majorité, qui fera l'unanimité. C'est le principe de la démocratie, et le seul remède à ce principe intrinsèque qui est incompatible avec le fait d'une démocratie, c'est les contre-pouvoirs.
Oui, la majorité n'équivaut pas à l'unanimité, mais c'est une fiction juridique. On prétend pour vrai ce qui ne l'est pas, parce que c'est nécessaire pour que le système puisse fonctionner. Parce que si vous allez vraiment chercher la majorité, ça veut dire que vous allez chercher les gens et que vous les contraignez à aller voter. Ça ne sera pas possible. Alors, je tiens à répondre à ce commentaire. Vous culpabilisez des abstentionnistes. Alors, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Comme je dis, j'ai failli m'abstenir. Moi, je comprends le message de certains abstentionnistes en disant je veux envoyer un message fort également. C'est une manière pour certains au gouvernement de dire le système politique ne me convient plus, je ne veux pas contribuer à cela. Mais il faut bien le faire en conscience. Par rapport à ce pour moi, j'ai un peu de mal avec les abstentionnistes. Après, c'est effectivement loin de moi de jeter de l'huile sur le feu ou de tirer sur l'ambulance. C'est pas ça. C'est le système est tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on fait pour le changer? S'abstenir ne permet pas le changement. Voilà, c'est tout. Bon, effectivement, s'abstenir ne permettra pas le changement. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Donc, aujourd'hui, effectivement, s'abstenir, c'est laisser sa voix à d'autres. Et je l'ai expliqué, il y a une minorité qui a un intérêt à ce que la situation reste ainsi. Et cette minorité est bien plus motivée que la majorité qui n'a rien à y gagner. Donc, quand c'est comme ça, effectivement, s'abstenir, c'est valider la majorité qui va être remportée par le candidat qui s'est présenté. Je vais être provocateur, je me permets, parce qu'il faut savoir, mais j'entends, je mets notamment ce que je me dis. Les élections ont été truquées. J'ai envie de dire, prouvez-le. Il y a, pareil, pourquoi pas, mais à ce jour, prouvez-le. Il y a notamment alors, je reste convaincu qu'il y a des élections dans certains pays que je ne citerai pas, où il y a eu vraiment, on va dire, justement une forme de triche qui nous permet de tricher. Le système en France, si on le regarde bien, comme on a le système de vote qu'on a en France, où chacun peut aller vérifier ou autre, où il y a plein d'associations d'ailleurs qui vont vérifier les comptages dans les bureaux de vote. Je voudrais bien d'ailleurs avoir ton avis sur le sujet. Je ne vois pas, étant élu municipal, pour avoir assisté à du dépouillage, du dépouillement, et je ne vois pas à ce jour comment en France encore comment est-ce qu'il est possible véritablement d'avoir une fraude importante en France. Je parle en tout cas, effectivement, pas dans le bureau de vote dans lequel j'ai été, dans lequel, effectivement, j'ai participé au dépouillage, dépouillement, peut-être, au dépouillement, effectivement, des bulletins de vote. C'est vrai que c'est compté, c'est vrai que ce sont des citoyens qui participent. Voilà, il faut le démontrer, et je suis pas persuadé en tout cas qu'il y ait eu un trucage finalement massif qui a véritablement changé le sens des élections. Je pense qu'il y avait dans cette élection des partis qui étaient extrêmement opposés, un clivage tellement important qu'aujourd'hui, ce qui a rassuré les gens, c'était ce qu'ils connaissaient. Voilà, je pense qu'il y avait une peur véritable des extrêmes parce qu'en fait, il y avait Emmanuel Macron et il y avait les extrêmes. Et entre les deux, n'existait rien. Ouais. Et je comprends que ça puisse faire peur. Et je pense par contre, du coup, qu'il n'y a pas besoin d'une faune, mais je pense par contre qu'ils ont été en panique. Bon, ma perception, c'était qu'ils étaient un petit peu en panique parce que ça a commencé un petit peu à se révolter et en fait, l'abstention leur a permis d'envers, entre guillemets, pas mal de voix. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a obtenu, je crois, de mémoire au deuxième tour, 38,5% des inscrits. C'est-à-dire, voilà, on est sur pas grand-chose. Et on les voit et qu'ils veulent s'orienter sur potentiellement le vote à distance, le vote électronique, le vote par correspondance. Exactement. Et c'est là où, justement, ça nous fait penser à potentiel d'autres élections où là, il y a un vote de triche. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire, tiens, ils veulent y aller là-dessus. Parce que justement, c'est ce qui... Ça laisserait une plus grande marge de manœuvre, parce que là, on le sait, et que je pense c'est peut-être pour ça qu'il il n'y aura pas autant de garanties qu'aujourd'hui, que des citoyens comme nous, qui avons effectivement participé aux opérations de dépouillage. Et je pense qu'ils sont convaincus qu'à ce jour, la propagande médiatique, il a quand même bien orienté Emmanuel Macron, ne fonctionnera peut-être pas tout le temps, et que si on veut instaurer d'autres personnes au pouvoir, il faudra peut-être passer par d'autres voies. Et raison pour laquelle on sent qu'ils veulent tenter d'essayer d'accélérer, il me semble, justement là-dessus, sur les méthodes de vote en France pour... Est-ce qu'on a d'autres questions, Pierrick, avant de clôturer notre 8e émission de Justice citoyenne? Pensez à partager, pensez à vous abonner, je vous le rappelle. La semaine prochaine, on parlera de d'autres sujets d'actualité. Oui. C'est vous qui choisissez le sujet, donc je vous le rappelle. Un petit commentaire, si votre sujet est retenu, c'est le sujet qu'on évoquera la semaine prochaine. Voilà. Alors...
On a d'autres questions sur le port du masque et son rétablissement prochain et Non, assuré? pas spécialement. Il y avait la question sur la transmission des données aux instances supérieures. Alors, d'ailleurs, en fait, on parlait de ces élections. Je vous rappelle que sur le site de data du gouvernement, vous avez notamment tous les résultats, un tableau Excel avec tous les résultats précis à la voix près par bureau de vote. C'est-à-dire que vous pouvez être capable, si vous êtes allé assister au dépouillement dans votre bureau de vote, par exemple local, pour vérifier que tout ce qui était fait, en fait, était fait conforme, de manière conforme ou autre. Vous pouvez retrouver sur ce fichier, justement, la ligne. C'est un tableau Excel avec le nombre de voix exact dans votre bureau de vote. Et si vous faites le total, justement, à la fin, vous arrivez au nombre de voix qui ont été diffusées de manière publique. Donc, le fichier, il existe. Et à ce jour, quand je vois comme il est précis et détaillé par bureau de vote, comme on sait qu'il y a déjà des associations et des citoyens qui font justement ce travail d'aller vérifier depuis le début du dépouillement jusqu'à la fin, justement, comment ça s'est passé dans leur bureau de vote. Et ça s'est fait à l'échelle pratiquement nationale, dans plein de bureaux de vote. Et en fait, vous avez juste à corréler avec ce fichier Excel qui est mis à la disposition du public. Il y en a très peu qui vont regarder le site de data. C'est là où certains se sont dit on ne voit pas spécialement d'écart. Et là, d'ailleurs, où il y avait eu des annulations, il y a des fois des annulations dans les bureaux de vote. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toutes les voix qui sont décomptabilisées. Donc finalement, ça porte préjudice également même celui qui a gagné. Parce que ce n'est pas les voix de un tel qui sont décomptées, c'est tout le package complet. Voilà pour ça. Écoutez, je n'ai pas vu spécialement d'autres questions, et puis on a pas mal dépassé, on en est à 1h20, enfin 1h15 avec le petit teaser. En tout cas, c'était un sujet très intéressant. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est, je vous l'ai dit, le port du masque en population générale, absolue et générale, est illégal, mais pour qu'on puisse se faire constater, il va nous falloir saisir le juge. Donc on verra ce qu'il en est. Aujourd'hui, la position concrète du Conseil d'État n'est pas connue, et à chaque fois, il est toujours affaire d'appréciation in concreto. Donc tout va dépendre de la gravité de la situation et bien entendu de l'évolution un peu politique, parce que le juge administratif n'ira pas frontalement à l'encontre de la politique gouvernementale. On verra donc ce qu'il en sera. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Donc, merci David, en tout cas, pour m'avoir recueilli ici au sein de ton cabinet. Ce fut un plaisir de pouvoir faire cette émission justement en présentiel. Pensez encore une fois à vous abonner donc aux 2 pages Facebook du collectif et surtout donc David Guyon, avocat. Les chaînes YouTube également David Guyon et du collectif Libertad. Et on se donne rendez-vous donc lundi prochain, 20h, pour la prochaine émission, notamment donc justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats. Passez une bonne soirée tout le monde. À très bientôt.